Et salut tout le monde! Ici je vous ai beaucoup parlé de chaîne alimentaire. Le concept paraît simple, au début un végétal se fait manger par un animal, puis ce dernier se fait manger par un plus gros, et ainsi de suite jusqu'au sommet où trônent des super prédateurs. On va te manger! Le problème c'est que la nature est en réalité bien plus complexe, notamment à cause d'une catégorie bien étrange du vivant, les parasites. Par définition, un parasite est un être vivant qui vit aux dépens d'un autre être vivant, que l'on appelle l'hôte. Il existe des milliers de formes différentes de parasites. Certains ne passent que quelques secondes sur leur hôte comme ces satanés moustiques. Qu'il est méchant. D'autres n'y passent que lorsqu'ils sont bébés comme ces guêpes qui pondent dans des chenilles. J'ai mal. Tandis que d'autres restent quasiment toute leur vie dans leur hôte. Le truc de fou dans cette histoire, c'est que les parasites infectent tous les échelons de la chaîne alimentaire et peuvent même terrasser des super prédateurs, que ce soit par leurs propres actions ou en transmettant des pathogènes. C'est dans ce contexte qu'en 2013 sort le jeu vidéo The Last of Us. On y suit Joel et Ellie qui vont devoir survivre dans un monde où presque toute l'humanité a été transformée en espèce de zombies. La cause de tout ce bazar, un cordyceps, un champignon qui existe bel et bien et qui a décidé de quitter le monde des arthropodes pour se rendre dans celui des humains. Alors que sont ces champignons? Où vivent-ils? Comment arrivent-ils à réellement zombifier des animaux? Et surtout, peuvent-ils contaminer l'humanité? C'est ce que l'on va voir dans un instant. Mais avant tout, n'oubliez pas votre meilleur coup de mandibule sur le bouton s'abonner et pour ceux qui souhaitent soutenir financièrement la chaîne, un lien vers un blobesque Tipeee est en description. Merci à tous et retour à la vidéo. Les cordyceps sont des champignons dits entomoparasites, c'est-à-dire qu'ils peuvent pénétrer le corps des insectes ou autres arthropodes pour s'y développer. Je vais m'introduire et tout piquer. Il y a de très nombreuses familles de champignons entomoparasites, rassemblant probablement des milliers d'espèces si ce n'est pas plus. Cependant, ceux qui vont nous intéresser ici sont ceux capables de manipuler des cerveaux. Les cas les plus spectaculaires et les mieux documentés de parasitisme se trouvent dans la famille des Ophiocordicipitacées, dans laquelle on trouve l'espèce la plus connue, Ophiocordyceps unilateralis. Voici comment fonctionne le cycle de vie complètement fou de ce champignon. Tout commence dans une colonie de fourmis au cœur d'une forêt tropicale. Tout le monde est au travail, ramassant inlassablement les ressources pour la fourmilière. Enfin, tout le monde, pas tout à fait, puisqu'une fourmi ne semble pas vraiment dans son assiette. Elle tremble, secoue la tête et d'une allure saccadée s'éloigne de la colonie. Dès qu'elle trouve une plante qui lui convient, elle grimpe à quelques mètres de hauteur. Son objectif à présent, trouver une jolie feuille, assez large et surtout assez tendre. Dès qu'elle la trouve, la fourmi va mordre de toutes ses forces dans la nervure. Mais elle ne va pas la mordre pour la découper et la ramener à la colonie. Non, en réalité c'est la dernière fois qu'elle mordra une feuille de sa vie. Puisqu'à partir de ce moment, la fourmi va lentement mourir. De son corps sortira un champignon qui, lorsqu'il sera assez grand, produira des spores et le cycle de vie infernal recommencera de plus belle. Bon, c'était joliment raconté, mais concrètement, qu'est-ce qui s'est passé ? Tout comme n'importe quel champignon, le début du cycle commence avec une spore. L'objectif de celle-ci est de s'introduire dans une fourmi. Mais petit souci, tous les arthropodes possèdent un exosquelette ou cuticule, qui ne laisse pas passer grand-chose. Que nenni irait pour la spore puisqu'elle va produire des protéines permettant d'épouser les cellules de la cuticule et de rentrer dans l'organisme. Au passage, ce sont les mêmes protéines que les bactéries produisent pour rentrer dans notre organisme. Méchant. Une fois à l'intérieur, les spores vont mettre le boxon à l'intérieur du cerveau de l'animal. Enfin, pour être exact, le champignon ne va pas directement envahir le cerveau, mais va libérer tout un tas de molécules dans le sang. Ces dernières vont ensuite migrer dans le système nerveux et manipuler ce dernier. On ne va pas trop s'éterniser sur les détails car les processus moléculaires sont très complexes et ne sont toujours pas compris à 100% encore aujourd'hui. Ça vient principalement du fait qu'il est presque impossible d'étudier ce phénomène en laboratoire et que l'environnement de base est très important dans ces processus. Cependant, les chercheurs ont quelques pistes. En 2021, des chercheurs ont infecté manuellement en laboratoire certaines fourmis avec des cordyceps. C'est pas très sympa. Ils ont observé que les fourmis infectées devenaient de moins en moins sociales à travers le temps et étaient moins aptes à résoudre de simples labyrinthes pour trouver de la nourriture. Un an plus tard, deux chercheurs ont trouvé qu'Ophiocordyceps pouvait manipuler des gènes induits dans le cycle jour-nuit des fourmis. Les résultats de ces études commencent à expliquer pourquoi les fourmis contaminées quittent subitement la colonie. Salut mon pote. D'autres molécules produites par le champignon vont faire convulser la fourmi en jouant sur ses muscles. Ses antennes vont donc se figer dans une certaine position, ce qui va désorienter
anéantir complètement l'animal. Il est bizarre ce sol, il est pas palpable. En parlant de muscles, ce sont ces mêmes molécules qui sont suspectées de provoquer la fameuse morsure de la feuille. Une étude de 2011 montre que lorsque l'animal y plante ses mandibules, les muscles les entourant sont détruits, verrouillant les appendices dans la position. À partir de ce moment-là, il en est définitivement fini de notre pauvre fourmi. Le mycélium va se répandre dans son corps jusqu'à la tuer. Une partie des ramifications vont partir vers le bas, renforçant la position de la fourmi sur la feuille, tandis que sur le dessus de l'animal, une structure étrange va pousser, le stroma. Il portera la future réserve de spores qui, à son tour, permettra de recommencer le cycle en parasitant les colonies de fourmis situées juste en dessous. La plupart du temps, les champignons entomoparasites sont capables d'infecter plusieurs types d'insectes. Mais chez ceux modifiant le comportement de leur hôte, la cascade de processus est tellement complexe que chaque champignon est spécialisé dans un animal. Si le processus est aussi compliqué, c'est aussi car il existe depuis un bon petit moment. Lorsque la fourmi mord la feuille, ses mandibules restent coincées jusqu'à la disparition de l'animal, ce qui laisse une marque très particulière sur la nervure. Et bah ça tombe bien, puisqu'en 2010, des scientifiques ont retrouvé ces exactes mêmes marques sur des feuilles vieilles de 48 millions d'années. Vous ne pensiez tout de même pas que j'allais pas vous parler de fossiles malgré le sujet. Mais je pense que tu pensais pas que j'allais dire ces choses-là. Cette découverte montre que ce processus a maturé pendant au moins des dizaines de millions d'années, si ce n'est bien plus. Des parasites qui manipulent le comportement des arthropodes, il y en a des tas. Ce ver nématode par exemple infecte des punaises ou des mantes religieuses en pénétrant dans leurs organismes. Nicolas. Le hic, c'est que le parasite vit dans l'eau, et son hôte pas du tout. Pas de problème, répond le ver, puisqu'il lui suffit de donner des envies suicidaires à son hôte pour retourner dans son milieu. Elle m'a quitté, je lui ai tout donné. Cette guêpe s'appelle Cotesia glomerata, et sa spécialité c'est de pondre ses œufs dans des chenilles. Lorsque les larves sortent de ce que l'on pourrait qualifier d'un accouchement de l'enfer, la chenille va complètement vriller. Elle va se mettre à tisser un cocon de toile autour des larves de guêpe, qui je le rappelle sont ses parasites, et les protéger contre leurs prédateurs. Bizarre. En fait, lorsque la guêpe a pondu ses œufs, elle a aussi introduit un virus dans la chenille qui va éteindre le système immunitaire et provoquer un sérieux syndrome de Stockholm post-sortie des larves. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Au passage, les prédateurs de la guêpe contre lesquels la chenille se bastonne sont des hyperparasites, c'est-à-dire des animaux qui pondent leurs œufs dans d'autres parasites, parce que le truc n'était pas assez compliqué à la base. Bref, revenons vers nos champis. Au vu de toutes ces modifications du comportement, est-ce qu'un scénario à la Last of Us est possible? Est-ce qu'un cordyceps peut vraiment contaminer l'humanité? Depuis tout à l'heure, on parle du cerveau de la fourmi. Le truc, c'est que chez les insectes, le cerveau est extrêmement simple et est composé de boules nerveuses appelées ganglions cérébraux. En réalité, pour manipuler ces ganglions, il ne faut pas grand-chose. Dans le cas de la guêpe précédemment citée, la modification de 2-3 hormones suffit à modifier profondément le comportement de l'hôte. Pour manipuler un cerveau complexe de mammifères, le cordyceps va devoir se lever tôt. Chez l'humain, les cascades d'hormones sont bien plus complexes et le système immunitaire plus sophistiqué. Comme dit précédemment, les cordyceps ont mis des dizaines voire des centaines de millions d'années à développer leur arsenal sur des insectes. Bon, j'ai une petite question. Est-ce que vous aimez les chats? Regardez-moi comment ils sont trognons avec leurs petites bouilles. Je vais te dire un truc, j'aime beaucoup les chevaux et t'as des yeux de cheval. Eh bien, si vous aimez les chats et que vous en avez chez vous, vous avez de fortes chances d'être parasité par un petit organisme appelé Toxoplasma gondii. Il n'est ni animal, ni plante, ni champignon, ni bactérie ou virus, mais fait partie d'un gros groupe fourre-tout, les protistes, tout comme votre blobesque serviteur. L'objectif du Toxoplasma est de parasiter le tube digestif d'un félin. Pour y arriver, il va passer par la proie du chat, comme par exemple le rat. Discret, prudent, intelligent et très proche de l'homme. Lorsque Toxoplasma rentre dans un rat, il va parasiter son cerveau et lui faire aimer l'urine de chat. Ainsi, au lieu de fuir, le rat va être attiré par l'odeur du pipi de chat et chercher la source de ce dernier. Je vous laisse deviner ce qui se passe après pour le pauvre rat. Et c'est ainsi que Toxoplasma arrive jusqu'à son objectif. Le hic, c'est qu'historiquement, les primates sont aussi les proies des félins. Quand un chimpanzé est infecté par le protiste, il a de fortes chances de finir dans la gueule d'un léopard. Les êtres humains étant des primates, ils ont gardé en tant que vestige leur capacité à être infectés par Toxoplasma gondii. Plusieurs études ont montré qu'au moins un tiers de l'humanité était infecté par le parasite, et notamment les propriétaires de chats, chez qui la proportion d'infectés peut grimper au-delà de 80%.
Bon, si ça ne faisait qu'aimer les chats, ça irait. Le problème, c'est que chez la femme enceinte, l'infection peut entraîner des malformations du fœtus. Plus récemment, on a observé un fort lien entre la présence de toxoplasma et l'apparition de pensées suicidaires. Donc oui, un organisme étranger, et c'est loin d'être le seul, peut manipuler vos goûts et vos émotions. Même si on est loin, je vous l'accorde, de l'image du zombie. Dans la série The Last of Us, des personnages évoquent que le cordyceps a muté à cause du réchauffement climatique. Il a été montré à de maintes reprises que la déforestation ou la fonte des glaces permettent la résurgence de pathogènes et donc de possibles épidémies. J'aime pas trop beaucoup ça. Mais heureusement, ou malheureusement selon le point de vue, ici ce n'est pas le cas. Les cordyceps et autres champignons entomoparasites sont très fragiles, en particulier face au changement climatique. Une étude récente a montré que des champignons amateurs de chenilles étaient en train de disparaître en Europe et en Amérique du Nord. Les chenilles prolifèrent donc, ce qui met en danger des forêts entières, et ce n'est pas la disparition des oiseaux insectivores qui arrangera les choses. Les cordyceps des forêts tropicales ont besoin d'humidité. En dessous d'un certain seuil, des malformations apparaissent au niveau du stroma et le cycle de vie se rompt. Pire encore, le réchauffement climatique permet la résurgence de champignons hyperparasites, qui donc contaminent les cordyceps. Plus que des dangers, ces champignons sont de véritables alliés pour réguler des populations d'insectes. Sans eux, c'est un maillon entier de la chaîne alimentaire qui disparaît et des pans entiers de forêt qui risquent de connaître le même sort. D'ailleurs, certains champignons entomophages pourraient nous être très utiles chez nous pour lutter contre la chenille processionnaire ou le tigre du chêne, des espèces ravageuses qui semblent adorer, elles, le réchauffement climatique. Ce sont d'ailleurs très loin d'être les seuls groupes à s'accommoder de la situation actuelle. La question étant, peut-on, nous, s'accommoder de ces espèces-là ? C'est profond ça. Donc non, pas d'épidémie de cordyceps généralisée à l'humanité de prévu, mais un groupe d'êtres vivants fascinants qui porte encore son lot de mystères. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Petit sujet qui change de d'habitude, mais qui reste cependant dans ces merveilleux domaines que sont les sciences de l'évolution. Pour la prochaine, on retournera sûrement vers du dino, alors restez dans le coin puisqu'un sondage arrive très vite pour décider du bestiau. En attendant, portez-vous bien et à très bientôt.